Salut l'équipe, ça fait longtemps que j'ai pas dit ça, 4 mois à peu près, je crois un petit peu plus. Je suis très content de vous retrouver pour une analyse de joueur. On va parler d'un jeune talent, pas n'importe qui, Rodrigo Mora. Pour ceux qui le connaissent pas, c'est un jeune joueur de 17 ans, pas très grand, 1m68, un droitier, qui évolue au poste de milieu offensif à Porto. Donc là, c'est sa première saison en Division 1. Il a joué à l'heure actuelle un peu plus de 1200 minutes pour 8 buts et 3 passes décisives. Et dans la vidéo, on va essayer de décortiquer son profil. Ce sera peut-être l'analyse la plus complète que j'ai fait jusqu'à présent. Je voulais revenir de la bonne manière, je voulais faire les choses bien. Donc j'ai essayé de bien travailler la chose, j'ai regardé pas mal de ses matchs. Vous allez voir, je vais expliquer un petit peu mon procédé. Donc pour commencer, je vous ai dit que c'était un milieu offensif. Ça se voit sur sa hitmap, hein, il touche des ballons un petit peu partout sur le terrain. Plus souvent quand même dans le demi-espace gauche, l'aile gauche, mais ça lui arrive quand même de se retrouver de ce côté-là. Et on va le voir tout de suite sur les screens que je vous ai pris. Dans cette séquence de jeu, il est dans le demi-espace droit, il a un coéquipier sur l'aile, donc là il se propose, il fait une course. Et une vingtaine de secondes plus tard, le jeu va s'être déplacé sur la gauche du terrain et finalement il va faire ici un appel. Il marquera un but, mais ça, on va en parler un petit peu après. Autre séquence, c'est une sortie de balle. Porto qui ressort le ballon. Donc là, il y a les 3 centraux, sûrement les 2 latéraux. Donc il est presque dans un double pivot en position haute. Et puis pareil, une dizaine de secondes plus tard, il va se retrouver aux abords de la surface dans le fameux demi-espace gauche dont je vous parlais tout à l'heure. Et je crois marquer un but aussi, mais on va y venir. Sur cette séquence-là, Porto cherche à jouer vite vers l'avant, à attaquer la profondeur parce que la ligne adverse est assez haute. Pareil, alors cette fois-ci un petit peu comme sur la première séquence, il est dans le demi-espace droit. Et en fin de séquence, il va se retrouver assez réaxé aux abords de la surface à demander le ballon. Donc voilà, c'est un joueur très mobile qui se balade un petit peu sur, on va dire, tout le terrain en position offensive. Il peut être un petit peu partout comme on peut le voir notamment au Paris Saint-Germain avec Doué, Barcola, Dembélé, etc. Des joueurs qui permutent. Voilà, c'est ça, il a une position assez hybride, même si au global, il va plutôt se retrouver dans ces zones-là, un peu plus vers l'axe gauche du terrain parce que il est droitier, donc ça lui permet de revenir sur son pied droit et d'après frapper au but. On va s'intéresser plus en détail sur son profil statistique que je vous ai réalisé du coup à partir des données Wyscout dont je fais le traitement. Quand on regarde précisément, donc là on a occasion de marquer, donc c'est le volume. C'est un mix du volume et de la qualité des occasions qu'il se crée. Finition des occasions, le volume de buts marqués par rapport à la qualité des occasions qui se procurent, le nombre de buts par tir, le volume de tirs cadrés, etc. À quel point il va être tranchant quand il a des actions de but. Le volume de buts hors penalty, donc tout est rapporté par 90 minutes. Il est plutôt haut. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a marqué 8 buts. Il a joué environ 1200 minutes. Tous les buts sont hors penalty. Et pour un milieu offensif, c'est quand même pas mal. Oui, j'ai oublié de le préciser, mais en fait ici, c'est basé sur des pourcentages. Si vous voulez, si la barre est dans élite, ça signifie qu'il est top 10% à son poste dans la catégorie en question. Et après, on descend de 10 en 10. Voilà. Et là, c'est le pire 10%. Au niveau des dernières passes, donc dernière passe, c'est la capacité à donner des passes qui mettent le coéquipier dans une situation de marquer. Donc pas seulement les passes décisives, ça c'est une mauvaise statistique, j'en ai déjà parlé plein de fois, parce que votre coéquipier ne va pas forcément marquer. Là c'est le volume de passes qui peuvent créer un danger net, un danger direct. L'apport par la passe, c'est les passes qui vont faire des différences nettes. La capacité à casser les dernières lignes offensives, à trouver la profondeur, etc. La créativité par la passe, un petit peu la création, à ne pas confondre du coup avec les dernières passes qui parfois sont simples à faire, ça nécessite pas forcément de créer quelque chose. L'apport balle au pied, la capacité à faire des différences balle au pied, la conduite de balle, etc. Limiter le déchet dans ses frappes, balle au pied, dans ses passes, etc. Et la récupération de ballon. Donc on va traiter tout ça en détail avec la visualisation de séquences. Pour pouvoir transvaser les données statistiques, son rapport statistique, on va dire concrètement, pour que vous ayez une idée concrète, voire on va se dire, voilà, occasion de marquer, il est moyen. Est-ce que quand on le regarde jouer, c'est l'impression qu'on a, finition pareil, etc. Et on va faire comme ça, étape par étape. Comment moi j'ai pu
procéder. En réalité, sur Wyscout, on a un système qui permet de voir toutes les actions du joueur dans sa carrière. Donc, on peut voir tous ses buts, toutes ses passes décisives, toutes ses actions sous pression, toutes ses passes, etc. Donc déjà, c'est très pratique. Ça permet d'isoler ce qu'on a envie de voir et de se faire un avis voilà, en ayant une compilation. Mais on peut aussi mettre tous les événements et après, bon, là, on le voit pas, mais en bas, on peut choisir le match et du coup, on voit toutes les actions, bah là, de Rodrigo Mora dans le match en question, que ce soit avec ballon, mais que ce soit aussi les actions défensives. Donc en général, on en a pour une dizaine de minutes par match, c'est 10 secondes, voilà l'action qui est découpée. Après, on peut rallonger si on veut plus de détails. Par exemple, des fois, j'ai aussi regardé des actions offensives et défensives de Porto pour voir son positionnement et voilà. Si je fais une analyse, je vais pas faire une analyse en me basant sur les propos de quelqu'un d'autre, en regardant les avis des gens sur Twitter. Non, là, je fais une analyse et je vous explique ce que moi j'ai vu. Ce sera pas parfait, parce que je suis pas le meilleur analyste du monde, mais ce sera ce que j'ai vu, ce que j'ai constaté moi-même. Voilà, c'est important pour moi d'avoir cette honnêteté envers vous. Donc au niveau du dernier tir, on va s'intéresser au dernier tir, et comme on l'a dit tout à l'heure, vous vous rappelez, c'est un joueur qui est plutôt correct dans la capacité à se créer des occasions, en tout cas dans les stats, sur la finition pas terrible, et qui marque quand même pas mal pour le peu de minutes qu'il a. Alors, ce que j'ai constaté, c'est que Rodrigo Mora, c'est un joueur qui tente souvent sa chance dans des situations compliquées. Dans le domaine, on dit qu'il a une sélection de frappes qui n'est pas très qualitative. Il va souvent tenter alors qu'il a pas mal de joueurs autour de lui, hors de la surface, dans des situations voilà, où c'est quand même audacieux de tenter. Hein, quand on s'appelle Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, ça passe, mais voilà, souvent voilà, hors surface, dans des angles fermés, etc. Là, on voit, voilà, il y a quand même pas mal de joueurs autour, il va pas cadrer sa frappe. Sur cette action-là, elle va être contrée. Sur cette situation-là, voilà, il y a énormément de joueurs sur la trajectoire de la balle, elle va être contrée également. La position de son corps aussi, c'est important à regarder quand on analyse un joueur et ses performances dans le dernier tir. Comment il va positionner son corps pour frapper? Là, c'est quand même pas idéal. Là non plus, il a le corps qui est recroquevillé comme ça. On pourrait presque penser qu'il était dos au jeu et qu'il s'est retourné d'un coup et qu'il a tiré. Pareil, il y a des joueurs sur la trajectoire et ça, c'est quelque chose qui revient vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de ces frappes qui sont contrées. Pourquoi? Parce qu'il est aussi assez prévisible sur ces frappes-là. Il a besoin de pas mal toucher de ballon. Il va pas tout de suite déclencher en une touche. Souvent, il est là, il se déplace et hop, quand il sent qu'il a une petite ouverture, une petite fenêtre, il frappe. Mais voilà, c'est clairement pas un joueur qui m'a impressionné dans ce domaine-là. Il faut savoir que il fait partie du top 10% des joueurs qui tirent le plus à son poste, mais pourtant, il y a 61% des joueurs à son poste qui se créent des occasions de meilleure qualité que lui. Donc voilà, on le voit ici, pareil, ouais, c'est assez audacieux là de tenter une frappe. Pareil, encore une fois, beaucoup de joueurs sur la trajectoire, il faut pouvoir la mettre. Ici, pareil, je sais plus si c'est une reprise de volée ou autre, mais bon, là, pour le coup, il y a une ligne, mais bon, faut le vouloir, faut la tenter. Donc voilà, la plupart du temps, il tente sa chance dans des situations assez compliquées, et une grande partie du temps, c'est contré, même sur les buts qu'il a marqués. Sur les 8 buts qu'il a marqués, je crois qu'il y en a 3 où le ballon est contré. Voilà, ça c'est le deuxième et ça c'est le troisième, le genou de l'adversaire. Il y a aussi des situations où il va tenter sa chance alors qu'il a des coéquipiers mieux placés que lui. Voilà, ici c'est peut-être pas le plus pertinent de tenter une frappe hors de la surface alors qu'il a des coéquipiers qui sont libres et démarqués, notamment celui-là. Ici aussi, voilà, il y a une bonne passe ici à faire, assez intelligente. Pour son coéquipier qui arrive et puis il va tenter une frappe. Donc voilà, la prise de décision au global dans le dernier tir au global, que ce soit prise de décision, sélection des frappes, la vitesse d'exécution, etc. Voilà, il est assez prévisible, prend pas toujours la bonne décision, ses frappes sont souvent contrées, etc. Donc c'est peut-être pour moi le plus gros axe de progression à l'heure actuelle pour Rodrigo Mora, là où il a le plus à travailler pour devenir un joueur d'élite de très très haut niveau. Au niveau cette fois-ci des passes, donc la capacité à délivrer des dernières passes, à mettre ses coéquipiers dans des situations nettes de marquer, et l'apport au global par la passe, la capacité à faire des différences. Alors les dernières passes, comment il les fait? Parce que c'est pareil, que ce soit les buts ou les passes décisives, mais quand un joueur fait plein de passes décisives,
quand un joueur fait 15 passes décisives, un autre 15 passes décisives, ils n'ont pas forcément les mêmes passes décisives. Tu as plein de situations dans lesquelles tu peux donner des passes décisives, que ce soit un centre en retrait, centre en hauteur sur l'aile, ici, que ce soit des passes en profondeur, etc. Donc comment il fait ses passes décisives, comment il crée des occasions, et la plupart du temps, Rodrigo Mora, ça va être sur des centres, que ce soit de ces zones-là, un petit peu comme pourrait le faire aussi Lamine Yamal, là, quand il revient sur son pied gauche et hop, qu'il adresse un centre ici. Voilà, c'est de l'autre côté, donc pied droit, hop, il revient comme ça et il va délivrer un centre, on va dire un centre, oui, de cette manière. Et en fait, oui, c'est un ballon lobé par-dessus un long ballon lobé par-dessus la défense. Je sais pas si on peut vraiment appeler ça un centre, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, ça, c'était une des passes décisives qu'il a fait. Elle est vraiment top, elle arrive bien sur son coéquipier qui marque. Là, il y en a une autre également, pareil, sur son coéquipier, c'est Samuel, je crois, l'avant-centre espagnol, qui est très fort. Donc pareil, il lui met super bien. Bon, Samuel qui prend quand même, qui saute bien et qui la prend bien de la tête et qui va marquer. Ici, c'est une occasion qu'il a marquée. Il y a pas eu passe une occasion pardon qu'il a délivrée. Il n'y a pas eu passe décisive par la suite, mais voilà, le centre est pas mal aussi. Là, bon, son coéquipier ici, il est seul. Il y a quand même plein d'adversités. C'est quand même une bonne idée de le mettre dans cette zone-là parce que lui, il est seul, il est démarqué. Et il va la récupérer, mais voilà, ça va pas finir au fond des filets. Il y a aussi celui-ci qui ressemble un peu au premier que je vous ai montré contre l'Olympiakos, il me semble, en Ligue Europa, que j'avais trouvé assez sympa, qui est vraiment bien déposé au point de penalty, enfin entre le point de penalty et la surface ici pour Samuel encore une fois, et c'est intercepté, mais pour le coup j'avais trouvé qu'il était très juste. Là, s'il n'est pas intercepté, ça vient pile sur son coéquipier. Maintenant, au niveau de l'apport par la passe, la capacité à faire des différences dans le jeu, donc casser les dernières lignes, trouver des passes intelligentes, créatives, etc., on voit qu'il est dans le pire 10%. Donc pourquoi est-ce qu'il est dans cette position-là? Donc j'ai tout visionné, j'ai essayé de visionner le plus de passes que je pouvais. Et ok, j'ai plus ou moins compris du coup. J'ai vu une passe que j'avais trouvée quand même assez sympa qu'il va faire en une touche, c'était contre la Roma. Il reçoit le ballon et tout de suite il la met par-dessus comme ça pour son coéquipier. Bon, elle est pas simple à jouer, hein. Faut quand même faire un bon contrôle du torse, l'amener dans la course, etc. Mais je crois que ça va donner une occasion derrière. Celle-là, franchement, elle est sympa. Mais bah, voilà, on a là le contrôle du torse en sautant et puis après il se dirige vers le but. Il me semble qu'il y a une occasion, il y a pas but de mémoire. Mais sinon, c'est pareil, que ce soit dans la vitesse d'exécution, prise de décision, etc. Va y avoir un problème. Ici notamment, il a un joueur, un de ses coéquipiers qui attaque l'espace. Il est plutôt bien placé, il est sur son pied droit. Je pense qu'un joueur très créatif, un très bon passeur, aurait essayé tout de suite de profiter de l'appel de Samuel qu'emmènent les défenseurs adverses pour servir tout de suite dans cette situation-là. Mais en fait, il va prendre son temps, il va continuer à avancer et il va le servir dans les pieds. Il va pas le servir dans la profondeur, il va le servir dans les pieds. Parce que quand tu sers un coéquipier dans les pieds, dans cette situation-là, ça fait perdre 1 voire 2 temps. Et du coup, les adversaires vont avoir le temps quand même de revenir. Il y aura quand même un exploit individuel et je crois que ça va se finir en passe décisive. Je crois que son coéquipier va aller jusqu'au poteau, il va tirer premier poteau et il va arriver à la mettre. Mais voilà, c'est pas la décision qui fait le plus... qui donne le plus une différence offensive nette, qui permet le plus de créer du danger. Là, c'est son coéquipier qui va devoir s'en sortir lui-même. Autre chose ici, je crois qu'il y avait un de ses coéquipiers qui avait fait, on va dire, une feinte d'appel. Il avait fait un appel. À ce moment-là, Rodrigo Mora, il prend l'info, mais il prend pas l'info que le joueur n'est pas parti finalement. En fait, il part et puis il revient. Puis là, Rodrigo Mora, il envoie une passe longue qui est pas si mal exécutée en soi. Peut-être que si son coéquipier avait vraiment sprinté, il l'aurait eu. Mais du coup, le ballon va finir là-bas et pour personne. Ici, c'était une situation intéressante aussi. Il a son coéquipier qui est dans cette zone. Il va recevoir le ballon, il va regarder. Du coup, c'est une situation qui est pas mal parce qu'il y a un gros espace ici pour faire une passe. Il y a un carré ici. Et du coup, son coéquipier peut attaquer le dos. Et c'est ce qui va se passer. Mais en fait, vous voyez, il y a 2 secondes. Et 2 secondes, c'est énorme sur cette séquence-là quand on la regarde en vitesse réelle. Il va prendre l'info et il va faire une feinte, je crois, de passe. Et il va continuer à regarder vers son coéquipier. Et puis finalement, il va regarder un peu vers le ballon et le servir. Et il va envoyer le ballon tout droit sur ça doit être Trincao, là, je crois. Du coup, c'est dommage. C'est pareil. C'est un petit peu comme le tir. Trop de temps pour le faire.
le ballon aussi trop sur l'adversaire, parce que t'as quand même si c'est anticipable, t'as quand même un très grand espace, t'as moyen de servir le coéquipier. Et voilà, c'est dommage. À la limite, il aurait pu peut-être cacher son intention. Voilà, tu vois l'équipier, tu fais mine de regarder vers le 6, là, comme si t'allais lui remettre. À la limite, t'avances un tout petit peu vers le 6, tu prends ton temps, et après tu caches ta passe, tu regardes droit devant toi, tu caches ta passe, et t'envoies ta passe directement par ici, quelque chose comme ça, que ce soit moins anticipable, ou alors tu le fais plus vite. Tout de suite, tu reçois le ballon, t'avais pris l'info avant, tac, tu sers dans l'espace en espérant que, on dit des fois il y a des passes qui créent des appels, t'attends pas forcément l'appel, t'essaies de la doser. Ici, pareil, bonne initiative en soi. Il va tenter un extérieur du pied pour Samuel, il est pas mal, ça peut être intéressant si ça arrive dans la bonne zone là, juste là, ça peut créer quelque chose, mais il va pas super mal exécuter, ça va être intercepté. Et on avait cette séquence là aussi où il y a 2 appels de ses coéquipiers. Bon, on sait pas trop ce qui veut servir sur la séquence, je sais pas s'il veut servir dans cet intervalle là ou dans celui-là, faire peut-être un ballon brossé comme ça qui peut arriver ici, ou s'il veut faire une passe directe forte ici pour ce coéquipier là. En tout cas, ça va être intercepté par José Font, il me semble. Voilà, encore une fois, l'exécution qui est pas idéale. C'est pas forcément qu'il a pas l'inspiration pour faire des passes créatives. Là, on voit que il y a des fois où, bah voilà, il va le tenter, même si c'est pas très souvent non plus. Mais c'est que la réalisation n'est pas optimale. Et du coup, pour l'instant, il en a pas passé. Il a pas forcément réussi de passes qui m'ont plus impressionné que ça. Souvent, il va être dans une situation où il est dans cette zone-là, il va renverser le jeu. C'est plutôt le type de passe qu'il va essayer. Et même quand il renverse le jeu, pour moi, voilà, tu te trouves ici, tu as ton coéquipier qui est là et qui est en mouvement, bah tu essaies de lui mettre devant lui sur le bon pied. Parfois, il va lui mettre un peu derrière, le coéquipier va devoir stopper sa course et revenir, etc. Enfin bref, les passes, c'est pas non plus un domaine qui m'a particulièrement impressionné chez Rodrigo Mora, excepté peut-être la capacité à trouver des passes sympas comme ça sur des centres. D'ailleurs, sur pas mal de centres où il est dans cette zone-là, il y en a pas mal qui sont contrés aussi. Donc c'est quand même quelque chose à travailler. La vitesse d'exécution, prise de décision, être moins anticipable, être moins prévisible. Il l'est moins sur un autre domaine du jeu, on va le voir après. Mais voilà, il a des qualités, c'est pareil, hein, il a 1200 minutes en première division. Enfin là, c'est un peu court pour se faire un avis global. Là, c'est ce que j'ai constaté à l'instant T, mais à tout moment, dans 6 mois, ça devient un crack dans ce domaine-là. On le voit avec Lamine Yamal, par exemple. On le voyait pas forcément les mêmes passes lors de ses premiers matchs en pro que maintenant aujourd'hui. Il arrive à faire d'immenses différences dans le domaine. Donc voilà, c'est quelque chose dans lequel il peut progresser. Hein. Là, c'est un constat à l'instant T, ce que j'ai constaté moi. Voilà, il a 17 ans, hein, donc c'est pas quelque chose d'arrêté. Maintenant qu'on a dit ça, on arrive à l'apport balle au pied, à la conduite de balle, et bah c'est le domaine. Je me disais, qu'est-ce qui fait d'un joueur un crack? Parce qu'on entend pas mal Rodrigo Mora, c'est un vrai petit crack, etc. Il a déjà une clause évaluée, je crois, à 70 millions d'euros, 1200 minutes en pro, clause à 70 millions d'euros, donc c'est que tu estimes que le joueur a quand même un certain potentiel. Un crack, pour moi, c'est un joueur qui est dans une ou plusieurs catégories du jeu très en avance. C'est un joueur qui est très en avance sur les autres joueurs au même âge. Et s'il y a bien un domaine dans lequel il est effectivement très en avance, dans lequel c'est un crack, c'est sa conduite de balle. Et on va le voir tout de suite. Et pour cette occasion, je vais carrément passer en grand écran. Hein, on va prendre du plaisir. Voilà, ça y est, je suis plus là. Il y a que le terrain, il y a que Rodrigo Mora. Et sa conduite de balle exceptionnelle, vous allez le voir. Donc là, il reçoit une passe, donc il est plus ou moins en 3/4 face au but adverse, mais dos aux 3 défenseurs quand même qui arrivent sur lui. Contrôle orienté. Déjà, le contrôle orienté est magique. Hop, il arrive, il se l'emmène tout de suite comme ça, derrière la jambe d'appui peut-être. Ouais, ça doit être derrière la jambe d'appui. Hop, contrôle. Déjà, celui-là, il gagne un temps sur lui. Ce défenseur-là, il est un peu à contre-pied. Hein. Comme je le dis souvent, comme au judo, on bat l'adversaire avec sa force, avec sa vélocité. Donc là, hop, tac, contrôle orienté exceptionnel. Feinte de frappe, qui est pas mal, hein, parce que il met bien ses bras comme ça, comme s'il allait tenter sa chance, tenter un enroulé pleine lucarne. Hop, non, feinte de frappe. Donc il élimine cet adversaire-là. En tout cas, il gagne un temps sur lui. Et là, hop, il va refaire un crochet, feinte de corps crochet. En fait, c'est des joueurs comme ça, un peu comme Messi, mais
comme Daniel Olmo peut le faire. Il y a aussi Brahim Diaz qui est très bon dans sa conduite de balle, mais des joueurs comme ça, excellents dans les petits espaces, qui arrivent à garder le ballon proche des pieds et qui arrivent à avoir plein d'appuis, plein de feintes, de corps, de crochets, etc. dans peu d'espace, peu de mètres. Là, depuis tout à l'heure, il est que dans cette zone-là et il enchaîne. Voilà, c'est vraiment très beau. Et là, derrière, il avait marqué, c'était un des buts détourné dont je vous avais parlé. Ça va être touché par le genou et ça va rentrer. Mais si on se refait la séquence en entier, hop, il va recevoir le ballon. Tac, 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 hop, il revient, hop, crochet et hop, il va tenter sa chance. Donc déjà, cette action-là est magnifique. On en a une autre ici où pareil, il a reçu le ballon dans la surface. On en parlait tout à l'heure quand je vous montrais ses positions, qu'il pouvait passer d'une aile à l'autre, etc. Là, il était ici. C'est sur cette séquence-là de mémoire. Il récupère le ballon. Même chose, il va aller un petit peu vers l'intérieur et hop, il va se le ramener. Et là, il arrive, tac, roulette. Voilà, magnifique. Hop, roulette et il frappe en tombant et il va marquer. Donc pareil, l'action est magnifique. Ça avait fait le tour des réseaux sociaux. Ici, hop, il va recevoir une passe, il contrôle pied intérieur. Je vous le dis souvent, le contrôle intérieur, il va pas contrôler de l'extérieur, il va contrôler l'intérieur. Hop, et là, feinte de frappe. Il y a son coéquipier, son adversaire, pardon, qui se prépare déjà à intercepter le ballon, hein, qui lui, il s'est fait enrhumer, il s'est fait totalement avoir. Là, son coéquipier qui demande à être servi. Mais non. Hop, feinte, il élimine et va envoyer une frappe à peu près dans cette zone-là. Pareil, un but. Donc là, on est quand même sur 3 buts. Les 3 buts sont magnifiques. Hein, il y a des joueurs, dans toute une carrière, ils n'ont pas un seul but comme ça. Donc là, vous commencez à comprendre, je pense. Là, vous commencez à comprendre pourquoi est-ce que on dit à tort et à travers que c'est un crack. Bah ouais, clairement, c'est pour sa conduite de balle. Là, il arrive lancé. Le défenseur qui est déjà aux fraises, qui vient de tomber, il se relève et il doit se manger Rodrigo Mora qui arrive dans la surface. Hop, voilà, petit mouvement. Alors, ouais, bon, il y a une séquence qui manque un peu, mais en gros, là, il se remet sur son pied et il va repartir par là. Et hop, encore une feinte et il va marquer, encore une fois, il va mettre le ballon, il va enrouler le ballon. Là, je crois que je sais pas si c'est touché. Je sais pas si c'est touché. Je me le suis fait sous tous les angles, etc. Mais j'ai pas réussi à voir si c'était touché. C'est peut-être légèrement frôlé. Mais encore une fois, en fait, c'est des joueurs qui ont des jeux de corps, jeux de feinte, vraiment très bons, qui gardent le ballon proche des pieds. Et du coup, ça fait des super différences. Voilà, t'as son coéquipier qui lui dit serre-moi, comme si c'était évident. Je sais pas s'il peut vraiment le servir. Peut-être un peu exagéré, mais en tout cas, ouais, vraiment super mouvement encore une fois. Ici, il va pas marquer, mais c'est pareil, il est dans la surface adverse et hop, il va arriver à garder le ballon proche de lui, voilà, dans vraiment des poches d'espace très fines, le ballon va pas bouger de ses pieds. C'est vraiment impressionnant et c'est d'autant plus impressionnant que je trouve que pour les jeunes joueurs au global, c'est souvent la zone où ça pêche. La surface adverse. Souvent, ils arrivent à faire des différences, à rentrer dans la surface, etc. Mais une fois qu'ils sont dans la surface, c'est plus dur. Avoir la capacité de ralentir le temps comme ça dans la surface, de s'extirper de situations dans les petits espaces, etc. C'est vraiment très précieux, surtout que c'est une zone où les défenseurs adverses en général ont un petit peu peur d'intervenir. Donc voilà, où si tu as une telle qualité, bah forcément ça va faire des grandes différences. On pense aussi à Jamal Musiala, qui est peut-être le meilleur joueur pour faire ce genre de conduite de balle là dans la surface avec énormément de joueurs autour. Là ici pareil sur cette séquence là, il reçoit le ballon, je crois que c'est ce coéquipier là qui lui donne, il reçoit le ballon de haut jeu, il se retourne, il prend l'info, il se met tout de suite face à l'adversaire. Hop, il va faire une petite conduite de balle légèrement poussée sur les fesses. Il continue, il arme et hop, feinte. Donc celle-ci, elle est peut-être un peu plus prévisible. Là, ouais, est-ce qu'il va vraiment frapper? Mais voilà, le numéro 80 là se fait totalement avoir. C'est une feinte nette, elle est tranchante, hop, il feinte comme ça. Là, il se remet sur son bon pied et je crois qu'il touche la barre transversale. Donc en soi, l'action est très sympa. Et j'en ai d'autres que je vous ai sélectionnés, peut-être un peu moins proches de la surface dans le jeu. Mais ici, je crois que c'est un des coéquipiers qui lui adresse le ballon. Bah, tout de suite, réception du ballon comme ça, une sorte de contrôle orienté. Réception en roulette, hop, il s'amène, voilà, là, là c'est dur pour l'adversaire, là, voilà, il se jette totalement et hop, c'est ciao. Et puis là, voilà, il peut continuer sa course, il va avoir des solutions. Je crois qu'il sert un coéquipier qui attaque l'aile. Ici,
Pareil, hop, on lui envoie le ballon. Il fait un contrôle, mais son contrôle, petit pont, je crois, comme ça, dos au jeu. C'est exceptionnel, hein. Vraiment, il a des séquences. Alors, ça veut pas dire qu'il a pas de déchets, attention. Il y a des dribbles qui passent pas. Il y a des moments aussi où le joueur s'attend à ce qu'il fasse une feinte, donc où il se fait intercepter, hein. Ça arrive souvent aussi, hein. Faut pas croire, là, je vous montre que des séquences qui passent, mais c'est parce que je vous montre aussi toute sa magie et parce que quand même, il y a pas mal de fois où ça marche. Mais voilà, là, la séquence, voilà, s'il va recevoir le ballon, hop, c'est déjà fini. Et là, pareil, comme je vous le disais tout à l'heure, pour la prise de décision, etc., il a quand même 2 appels sympas. Cet appel, là, il peut tout de suite créer quelque chose, ou alors servir l'ailier qui va pouvoir centrer, voilà, peut-être faire une bonne différence. Mais il va attendre un peu trop et du coup, le ballon va être touché par l'adversaire. Alors, ça va quand même vers son coéquipier, il me semble, mais je crois que ce sera pas récupéré. Et ici, c'est une séquence où il est contre la Roma, qui est assez intéressante, où il fait un peu ce qu'on appelle, je sais pas, la toupie, mais voilà, il va arriver à garder le ballon super proche de lui et du coup sortir d'une zone où il y a 3 défenseurs adverses, enfin 3 joueurs adverses sur lui, voilà, c'est top. Et après, il va prendre une bonne décision, il va écarter le jeu, je crois qu'il va servir ce joueur-là ici. Donc voilà. Au niveau de sa conduite de balle, je pense que vous avez été servi, vous avez compris un peu le joueur qu'il est. Donc allez, juste pour le plaisir, on va se le repasser un petit peu en plus accéléré, mais c'est vraiment voilà pour vraiment prendre la mesure du joueur que c'est, mais c'est vraiment beau, c'est les petits espaces, le jeu de corps, les feintes. Ouais, c'est à 17 ans comme ça, c'est clairement très impressionnant. Et voilà, tu te dis que s'il progresse encore plus, ça peut faire quand même très mal. Maintenant qu'on a fait un peu le tour de ce que Rodrigo Mora pouvait apporter avec ballon, donc là, limiter le déchet, on voit, voilà, je vous l'ai dit, il a pas mal de déchets, donc que ce soit dans ses frappes, dans ses centres qui sont souvent contrés, mais aussi parfois dans ses passes, ou même, voilà, c'est un joueur qui prend pas mal de risques avec ballon, qui provoque beaucoup, donc il va quand même en perdre pas mal aussi. On va s'intéresser à la partie défensive. Que vaut Rodrigo Mora défensivement? Alors c'est un joueur correct à ce niveau-là. Il va parfois voilà aller au pressing, suivre son adversaire. Hein. On voit une séquence là où là, il a un adversaire, il sort sur lui, il va le suivre. Enfin, contre l'équipe adverse a une possession un peu lente ou qui a le temps, en général, il va aller se replier comme ça, voilà, dans cette zone-là. Il va se mettre un peu, il va prendre une aile, il va prendre l'aile gauche du terrain et du coup, après, il va aller aider son latéral. Là, on le voit dans cette séquence-là, hein, le ballon va ici, hop, il arrive, il va suivre ce joueur-là qui va se projeter, il va faire une passe, il va se projeter et lui, il le suit. Dans les situations où lui perd le ballon, comment il réagit à la perte? En général, pareil, tout de suite contre-pressé sur le joueur en question. Et puis, s'il réussit pas son intervention, bon, en général, il va s'arrêter un peu. Voilà, si le joueur adverse arrive à trouver une solution de passe, bon, là, il se met à se replier doucement, à marcher, etc. Mais voilà, à la perte, il va quand même essayer de récupérer le ballon. Alors là, pareil, il perd le ballon, ça va sur un joueur adverse, il est ici, bon, il se tue pas au pressing, il va pas tout de suite courir, mais là, il voit que le porteur est pas trop loin de lui, donc bon, il recommence une course dessus, et puis au final, il le suit, et son coéquipier arrive là, et Rodrigo Mora, en étant derrière, va réussir à réintercepter le ballon. Là, on a une séquence où il perd le ballon à peu près au niveau du rond central. Bon, voilà, il va pas rester statique non plus. Il va suivre l'action. Ici, hop, on n'est pas loin de la surface adverse. Il y a un coéquipier, il y a un adversaire qui va l'intercepter. Bon, il va essayer d'aller sur lui. Hop, là, il n'y arrive pas. Voilà, l'adversaire va passer le ballon à ce joueur-là. Et là, il va faire un peu comme Ryan Cherki, un petit saut, un peu agacé, et puis du coup, là, il s'arrête. Hein. Là, en fait, si juste après, il y a une attaque rapide, en général, il s'arrête. Si là, ça part trop vite, voilà, c'est pas un joueur qui va là, tout de suite taper un gros sprint défensif. Voilà, soit il va essayer d'agresser tout de suite le porteur quand il perd le ballon, mais si après, il doit faire un gros sprint défensif, voilà, je l'ai pas beaucoup vu faire ce genre d'action-là. Voilà, là, voilà. Tout de suite, hop, on retrottine et puis on va aller se replacer doucement. Sur cette séquence-là, ah oui, ça c'était une manière, ouais, je voulais montrer. En fait, c'est souvent, comme il est quand même assez offensif, c'est souvent le joueur le plus haut
souvent le joueur le plus haut en phase défensive quand ça part en contre, et du coup il se replie vraiment doucement comme un avant-centre, comme un second attaquant, si c'est pas dans une configuration où il y a une attaque lente et où du coup il pourrait se replacer sur un des deux côtés. Il y a aussi quelque chose à noter quand même, c'est que quand il perd le ballon, je vous disais, il va contre-presser, mais ça c'est les fois où il demande pas une faute, et c'est quand même très très fréquent qu'il demande une faute, qu'il reste au sol. Souvent ça marche parce que c'est un joueur qui provoque beaucoup, donc souvent c'est légitime. Souvent il y a faute, il se fait quand même pas mal bouger, etc. Parce que il a tellement le ballon proche de ses pieds que faut y aller au physique, il n'y a pas le choix. Souvent il provoque des fautes, ça il n'y a pas de souci, ça doit faire partie, je pense, des joueurs qui gagnent le plus de fautes par 90 minutes. Ça j'ai pas vérifié, c'est pour ça que je dis ça, mais ça m'étonnerait pas du tout. Mais comme tous ces types de joueurs-là, quand il reste au sol et que ça siffle pas faute, il reste au sol, mais derrière, il y a une contre-attaque. Donc, il y a un joueur en moins pour défendre. Ça, c'est quand même quelque chose que j'ai vu aussi pas mal de fois. Donc voilà, c'était quand même important de le notifier. Je pense que c'est un joueur qui est correct défensivement. C'est un joueur qui, quand il perd le ballon, s'il ne demande pas une faute, il va essayer d'aller sur le porteur adverse. Si ça marche pas, il va pas se tuer avec un gros sprint défensif. Voilà, c'est pas... Je me suis pas dit il a une grinta exceptionnelle, mais je me suis pas dit non plus franchement il fait rien quoi, il fait rien du tout. Il a 17 ans, je pense qu'il pourrait s'adapter tactiquement à des entraîneurs qui demanderaient peut-être plus d'impact défensif, ça m'étonnerait pas nécessairement. On arrive au bout de cette analyse qui, je l'espère, a été assez complète. Mon but, c'était vraiment que vous puissiez arriver sur cette vidéo et ressortir en vous disant « Ok, je connais les forces et faiblesses de Rodrigo Mora ». En tout cas, que vous en sachiez plus qu'avant d'arriver sur la vidéo. Je pense que ça a été la plus complète. J'ai essayé vraiment de parler de tous les aspects du jeu, en tout cas le plus possible. J'ai peut-être pas beaucoup parlé, c'est vrai, de son jeu offensif sans ballon, etc. On peut toujours faire mieux. J'ai essayé quand même d'être complet et surtout de vous mettre en perspective les statistiques avec l'impression visuelle, ce que moi j'ai pu constater pour être le plus pertinent possible. S'il y a d'autres analyses dans le futur, j'essaierai de tout le temps adopter cette démarche-là. Je trouve qu'elle est assez pertinente. Vous me direz votre avis bien évidemment en commentaire. Si vous supportez Porto, vous me donnerez votre avis également de supporter. C'est important, vous le voyez jouer tous les matchs, vous l'avez beaucoup vu jouer. Est-ce que vous avez à peu près le même ressenti que moi? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, comme je le disais, si la question ça va être que vaut Rodrigo Mora? Est-ce que c'est vraiment un crack? Oui, c'est un crack. À 17 ans, faire de telles différences balle au pied, avoir une telle conduite de balle, une telle aisance sur ses contrôles orientés dans les petits espaces, etc. Il a un domaine du jeu où il est très en avance, ça oui. Maintenant, pour que ça devienne un joueur élite, un joueur de très haut niveau, il a des progrès à faire. Faut qu'il soit plus juste pour trouver des passes créatives, plus juste dans le dernier tir, dans sa vitesse d'exécution, dans sa sélection, sa prise de décision, etc. Ça, c'est sûr. Il a des progrès à faire là-dessus. En même temps, il a 17 ans, 1200 minutes en première division, comme on l'a dit. Mais ce qui est sûr aussi, c'est qu'il a de très très grosses qualités, indéniables, et que si tout s'embrique, que s'il progresse dans les autres domaines, que sportivement ça se passe bien, qu'il est épargné par les blessures, qu'il y a l'extra sportif qui suit, enfin bref, toutes les conditions idoines que vous connaissez à la réussite d'un footballeur, ça peut faire très mal, ça peut être très intéressant, ça peut être un joueur vraiment de haut niveau, et c'est déjà un joueur frisson, voilà, le genre de joueur qu'on apprécie quand on est un petit peu un romantique du football. C'est déjà très agréable, voilà, de le voir faire des actions comme ça extraordinaires. Et c'est tout le pire que je lui souhaite, c'est qu'il arrive à travailler les autres domaines du jeu, et puis qu'il puisse pendant les 10-15 prochaines années nous éblouir et bonifier tout son talent, l'optimiser du mieux possible, et qu'on puisse rêver un peu. J'ai vu qu'il y avait des rumeurs, mais bon, ça il y en a toujours quand c'est des joueurs portugais, ça arrive de plus en plus au Paris Saint-Germain. Je réfléchissais, je voyais pas vraiment le rôle qu'il pouvait avoir, parce que je le vois pas dans un milieu à 3. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai vu là, après, peut-être que ça pourrait marcher. Je le vois pas forcément faux neuf. Un faux neuf, il faut un gars excellent dans la créativité par la passe, qui puisse trouver des passes
fait, redescendre et puis après servir ses ailiers en profondeur. Faut un joueur qui soit quand même très bon aussi, très intéressant dans le dernier tir, etc. Donc je sais pas si je le vois forcément faux neuf. Après, à développer, à voir. Hein. On sait que les coachs peuvent faire des très belles choses. Et puis sur les ailes, bon, bah, y a déjà Barcola, Doué, Kvaratskhelia, Dembélé qui des fois va sur l'aile aussi. Ah, c'est particulier, je sais pas trop. Je sais pas trop, donc je sais pas quel rôle il pourrait avoir, mais voilà, en tout cas, c'est sûr qu'il y a des grosses écuries qui vont s'intéresser à lui, donc c'est un nom à suivre au prochain mercato, apparemment close à 70 millions comme je vous le disais, donc voilà. On verra bien où est-ce qu'il va aller, est-ce qu'il restera à Porto, est-ce qu'il va aller dans une grosse écurie. En tout cas, j'espère qu'il fera les bons choix de carrière, ceux qui lui permettront de se développer au mieux. Et puis voilà, on arrive à la fin. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre retour en commentaire. Je vous promets rien, hein, ça faisait 4 mois que j'avais pas sorti de vidéo. Je l'ai fait parce que là j'en avais envie. Maintenant je m'écoute. Et voilà, si j'en ai pas envie sur les prochaines semaines, prochains mois, il n'y aura pas de vidéo. Je préfère rien vous promettre. Ça m'a en tout cas fait très plaisir de faire celle-ci. Et puis voilà, n'hésitez pas à me donner vos retours et à me suivre sur Twitter. Pour le coup là, je continue d'être actif. Et puis je vous dis à bientôt l'équipe.